Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un invité spécial, c'est l'économiste du jour dont nous allons parler dans cet épisode plutôt historique. Je vous présente l'homme du Monopoly. C'est un personnage que vous connaissez certainement, vous en avez déjà entendu parler, vous l'avez vu, vous avez joué avec lui. Oui, vous avez joué avec lui, et la question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est est-ce que vous êtes les seuls? Est-ce que dans un certain sens, les économistes ne sont-ils pas en train de jouer au Monopoly? Eh bien, ce jeu, le jeu du Monopoly, je pense il a fait partie de votre enfance comme de la mienne. C'est un jeu un peu particulier. Il est drôle, il est marrant, mais je ne sais pas si c'était aussi votre ressenti quand on terminait une partie, quand on était jeune. Même quand on gagnait, en fait, il y avait une espèce de fastidieuse déception, quelque chose qui coinçait dans ce jeu où soit on gagne, bon ok d'accord on gagne, soit on est carrément éliminé, puis des fois on est éliminé au cours du jeu et on doit regarder les autres qui continuent de jouer alors que nous on est à côté, on a déjà perdu. Il y a une certaine tristesse dans le jeu, il y a un certain désarroi. Eh bien ce jeu-là a une histoire qui est tout à fait intéressante et passionnante. Et cette histoire commence en 1903. Mais en fait, il y a une histoire de cette histoire. Et l'histoire de l'histoire, elle commence en 1879. Elle commence avec un personnage qui s'appelle Henry George, qui est né en 1839, il est mort en 1897. Henry George est un personnage très spécial, très particulier du 19e siècle. Il a écrit un livre génial, un livre magnifique qui s'appelle Progrès et pauvreté, Progress and Poverty. Ce livre a été un best-seller, il date de 1879. À l'époque où il a été écrit, il a projeté Henry George à la une de tous les journaux et de tous les libraires. Progress and Poverty a été le deuxième livre le plus vendu de la décennie, le premier étant la Bible. Je pense que si vous avez votre livre qui devient le plus vendu après la Bible, vous pouvez dire que vous avez réussi comme écrivain, il a vraiment réussi. Et Progrès et pauvreté est une sorte d'ouvrage économique à l'usage du peuple. Donc ce n'est pas un texte technique, ce n'est pas un texte qui envisage de parler à des grands intellectuels, c'est un texte pour le grand public, pour les gens normaux, qui parle de progrès, de pauvreté, d'économie, des richesses, qui envisage des réformes sociales, qui envisage tout un tas de choses, de taxer l'héritage, de taxer la rente foncière, donc de taxer les propriétaires de la terre, et pas de les taxer des peu, de les taxer de la totalité de la rente foncière. Henry George pensait que fondamentalement la rente foncière était quelque chose d'injuste parce qu'on n'a pas le droit de posséder la terre, on a le droit de posséder les choses pour lesquelles nous avons travaillé, donc on a le droit de posséder par exemple ce qu'on a construit sur un bout de terre, mais posséder la terre est quelque part illégitime parce que la terre elle nous a été donnée par Dieu et donc elle ne nous appartient pas. George est bien sûr très 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 chrétien. Et ce texte, Progrès et pauvreté, joue le rôle aux États-Unis de ce qui peut avoir été les capitales de Karl Marx en Europe. C'est vraiment un manifeste d'une nouvelle pensée économique et sociale, le géorgisme qui prend pied aux États-Unis. Pourquoi je vous raconte toute cette histoire d'Henry George alors que mon histoire commence en 1903? Eh bien, l'histoire commence en 1903 avec un drôle de jeu. Un jeu qui s'appelle The Landlord Game, le jeu du propriétaire foncier. Et ce jeu a été inventé par une femme, Elizabeth Magie. Cette personne-là que vous voyez en photo. Alors, à l'époque où on invente le jeu, Elizabeth Magie, elle a 37 ans. En général, on en voit toujours des photos alors qu'elle est très, très âgée. Elle meurt en 1948. Mais cette photo que vous voyez là, elle reproduit Elizabeth Magie plutôt à l'époque où elle doit avoir inventé son jeu. C'est une personne vraiment hors du commun.
c'est une militante géorgiste, bien évidemment. En 1903, quand elle invente son jeu, George est mort. Il est mort d'une attaque 5 ans plus tôt. Elisabeth Maggie est très convaincue, très passionnée par les idées géorgistes. Elle essaye d'en faire la propagande, elle essaye de les diffuser, elle milite dans des cercles intellectuels géorgistes. C'est un personnage à fort caractère, c'est une militante qu'on pourrait aujourd'hui appeler féministe, même si cette étiquette-là, probablement, elle ne la revendique pas telle qu'elle. Elle fait des choses dans le monde intellectuel dans lequel elle évolue qui font beaucoup parler d'elle. À un moment donné, quelques années plus tard, il y a un épisode assez drôle dans lequel Elisabeth Maggie s'est fait connaître par les grands publics américains. Elle refuse de se marier, elle refuse les institutions traditionnelles de la société dans laquelle elle vit. Et comme elle a beaucoup de peine à vivre de son travail de créatrice de jeux et d'écrivaine, elle publie à un certain moment une annonce sur un journal en disant qu'elle est prête à se vendre au meilleur offrant, puisque ce n'est que par ces moyens-là qu'une femme peut réussir dans la vie et peut avoir une place dans la société américaine de son temps. Donc une prise de position extrêmement polémique, délibérément polémique, pour choquer, pour embêter les esprits de son temps, qui recevra énormément de suivi et de réponses. Les gens qui ont travaillé, la journaliste qui a travaillé sur Elisabeth Maggie et qui a écrit un très beau biopic sur sa personne, je vous laisse les références en bas de la vidéo, raconte que dans les archives d'Elisabeth Maggie qu'elle a pu voir, il y a des dizaines et des dizaines de lettres qui lui ont été adressées, des fois par des haters, comme on dirait aujourd'hui, des gens qui l'insultent, qui la traitent de tous les noms du monde, d'autres fois par des personnes qui ont tout à fait compris le sens et la portée de son message, qui lui expriment sa solidarité. Même un grand homme de son temps, Sinclair, va lui écrire pour lui dire « Je comprends tout à fait ce que vous voulez dire, vous avez pleinement raison ». Et je crois qu'elle lui offre à un moment donné un poste de travail, si elle le souhaite, comme rédactrice de son journal, qui Maggie refuse. Ça restera un personnage fort, affirmatif, très intéressant, très controversé par rapport à son époque. C'est elle qui invente donc en 1903 ce jeu dont je vous ai montré la photo tout à l'heure. Et si vous regardez en détail la photo, ce jeu a une drôle de ressemblance avec le jeu du Monopoly. Elle ne l'appelle pas le jeu du Monopoly, elle l'appelle le jeu du du propriétaire foncier, du Landlord's Game. Et dans The Landlord's Game, Elisabeth Maggie envisage de jouer à ça comme un jeu de table dans lequel les joueurs procèdent sur un échiquier, sur un board, sur une table. Et donc, ils avancent à travers divers endroits, ils peuvent acheter des propriétés, ils peuvent acheter propriétés sur lesquelles ensuite ils peuvent construire des maisons et des hôtels. Ils peuvent acheter, il y a des gares, il y a la société électrique, il y a la prison, il y a tout ce que vous connaissez. C'est le jeu du Monopoly. Et le but du jeu, c'est de devenir aussi riche que possible, en général en ruinant les autres joueurs. Sauf que la version de Maggie de ce jeu prévoit une règle en plus. C'est-à-dire que si 2 joueurs au moins le souhaitent, ils peuvent faire la révolution et instaurer d'autres règles. Dans ces nouvelles règles, ce qui va se passer, c'est que si un joueur finit son tour sur une gare routière, la gare elle est rachetée par l'État et devient étatique. S'il finit sur un de ces monopoles publics comme la société électrique ou l'eau, elle est aussi rachetée par l'État qui ensuite en fait un monopole public. La première fois où quelqu'un finit en prison, la prison est transformée dans une école publique et ainsi de suite. Et toutes ces structures des rachats de l'État, des terres et des biens publics, des gares, de la société électrique, etc., servent à redistribuer de l'argent à tous les joueurs. Alors, il reste tout à fait possible de devenir riche dans cette deuxième version du jeu où on a fait la révolution géorgiste. C'est pas la révolution prolétaire, c'est la révolution géorgiste. On peut devenir riche, on peut devenir très riche
mais on peut très difficilement ruiner d'autres joueurs. Et donc, le jeu se termine après un certain nombre de tours du jeu, tout simplement parce qu'il y a une personne qui est beaucoup plus riche que les autres, mais personne ne fait faillite, personne n'est éliminé du jeu. Et le but qu'Elizabeth Maggie se donne en créant ce jeu, c'est vraiment de montrer aux gens que des règles du jeu géorgiste donnent lieu à une société plus agréable à vivre, plus sympathique et, somme toute, meilleure à bien d'égards que la société capitaliste du jeu du Monopoly. Ça paraîtrait une conclusion intéressante et c'est très très clair. Elizabeth Maggie ne se cache pas du tout de le dire. Le but de ce choix, c'est vraiment de faire la propagande des idées de Henry George. Bien, le jeu devient célèbre très très vite. Il diffuse le long de la East Coast, il est joué par des militants géorgistes un peu partout. Alors, il se passe la même chose qui se passe avec le jeu du Monopoly que nous jouons aujourd'hui. Si vous jouez la version française du jeu, il y a le terrain le plus cher qu'on peut acheter s'appelle l'avenue des Champs-Élysées. Eh ben, en italien, il s'appelle Parco della Vittoria. Et pourquoi c'est différent? Pourquoi ça en est ainsi? Ben, parce que chaque réalité géographique adapte les noms de lieux à là où on se trouve. Et la même chose arrive au jeu d'Elizabeth Maggie. Il est adapté au lieu où il se trouve. Les règles sont aussi transmises oralement parce que le jeu en lui-même, il n'a pas beaucoup de succès au libraire. Il n'est pas très vendu. Par contre, il a du succès parmi les militants géorgistes qui le recopient à la main, qui se transmettent les règles oralement et qui jouent avec leur famille, avec leurs enfants, etc. à ce jeu qui sert à expliquer pourquoi les géorgistes ont une si bonne idée que ça. Et le jeu a beaucoup de succès au point qu'il est joué dans des cercles intellectuels, dans des universités. Il est notamment joué à l'université de Columbia et de Princeton. Et paraît-il, dans des classes d'économie, des professeurs de l'université de Columbia et de Princeton montrent aux étudiants ce jeu qui sert à expliquer pourquoi le système de fonctionnement capitaliste a des problèmes et des défauts. Il l'utilise pour montrer comment se constituent des monopoles, fort probablement, comment les excès du laisser-faire, du laisser-passer, les excès du libéralisme mènent à des situations peu souhaitables. Et il l'utilise dans des classes, dans des cours à l'université pour expliquer tout cela. Donc, ce jeu a une diffusion importante et il devient quelque chose d'assez connu et même quelque part institutionnel. Il est utilisé comme outil pédagogique dans des cours à l'université. Qui se trouve à Princeton dans les années 20, à l'époque où le jeu est en train de se diffuser le long de la East Coast, un enfant prodige, personnage que nous avons déjà rencontré ailleurs, Harold Hotelling. Il est en train de faire son doctorat en mathématiques à l'université de Princeton. Nous savons aussi qu'à cette époque-là, il est déjà très intéressé par l'économie. Il s'intéresse d'économie, il pense un économiste. Son directeur de thèse, au moment où il l'envoie ensuite faire un postdoc à Stanford, écrira au directeur du laboratoire de Stanford que M. Hotelling a fait un doctorat en mathématiques, mais il a un penchant très marqué pour l'économie. C'est une chose connue et c'est une chose qui le démarque des autres mathématiciens de Princeton. Albert Tucker, un autre mathématicien qui travaille avec lui à Princeton, se rappellera plus tard de l'intérêt que Hotelling avait pour l'économie à l'époque même où il étudiait des maths. Et c'est fort probable que c'est dans ce contexte-là que Hotelling rentre en contact avec le jeu du Monopoly. Ce jeu lui plaît énormément. Hotelling se passionne vraiment du jeu du Monopoly. On sait qu'il joue dans sa tête, dans son esprit, la nuit pour s'endormir parce qu'il souffre d'insomnie. C'est lui qui l'écrit dans ses mémoires, qu'il joue avec sa famille, etc. Et
la version du jeu qu'il joue est la version d'Elizabeth Mackey. Ce n'est pas la version que nous connaissons, c'est la version avec les règles géorgistes. Alors, Hotelling est né à Fulda en 1895. Fulda était un minuscule village du Minnesota de 1300 habitants. Comme Hotelling le dit lui-même, 1300 habitants aujourd'hui, à l'époque je ne sais pas, j'imagine encore moins. Ce n'est pas un endroit très intellectuel, c'est très rural, c'est pauvre. Sa famille décide de bouger à Seattle, la grande ville, où Hotelling pourra faire ses études et notamment prendre un master en journalisme et un master en maths à l'université de Washington, qui se trouve à Seattle. Seattle est une ville imprégnée d'idées géorgistes. Le maire de la ville sera un géorgiste à l'époque de la jeunesse des Hotelling. C'est au cœur de tous les débats intellectuels de l'époque. Et Hotelling, pour le dire avec les mots d'une collègue qui avec moi a beaucoup travaillé sur cet auteur, est quelque part l'Oscar économique dans un second rôle de beaucoup d'histoires. Hotelling a été au centre de travaux importants d'économie du bien-être, sur les ressources naturelles, sur l'économie spatiale, sur la théorie de la demande. Ça a été un statisticien hors pair qui a vraiment donné des contributions majeures à l'économétrie, donc à la branche de l'économie qui utilise des méthodes statistiques. C'est aussi les directeurs de thèse de plein de gens, alors directeur de master de Friedman, directeur des thèses de Will Vickrey. Friedman et Will Vickrey ont eu le prix Nobel, bien sûr, d'économie. Ça a été aussi le proche collaborateur d'Abraham Wald, une autre figure majeure de l'économétrie, donc des statistiques appliquées à l'économie. Et surtout, c'était les directeurs de thèse de Kenneth Arrow, un autre prix Nobel d'économie, peut-être le plus célèbre de ceux dont je viens de vous parler. Et Hotelling a énormément joué quelque part au Monopoly dans ses articles et diffusé ses idées à ses étudiants, aux gens qui l'écoutaient, lors des conférences auxquelles il participait. De quelle façon? Quelque part, quand vous réalisez les papiers de Hotelling, il s'agit toujours de comparer une situation dans laquelle on applique des règles capitalistes à un problème. Nous avons parlé du problème de la plage et des vendeurs de glace dans un autre épisode, que je vous mets aussi en bas dans les liens de la vidéo. C'est une comparaison entre ce qui se passe dans une situation de laisser-faire, dans une situation libérale, dans laquelle chacun fait comme il veut pour maximiser son bien-être, comparé à quoi? Comparé à une situation idéale. Mais cette situation idéale ressemble étroitement à ce qui se passe dans une situation socialiste ou géorgiste. Donc, quelque part, ce que Hotelling appelle une situation idéale et bien d'autres économistes appelleront une situation idéale après lui, est très redevable au jeu du seigneur foncier, du propriétaire foncier, au landlord game, à Elizabeth Mackey et à Henry George. Et dans ce sens-là, oui, les économistes jouent au Monopoly dans beaucoup de leurs modèles, sans probablement le savoir, et sans véritablement savoir que ce jeu du Monopoly est bien différent du jeu auquel nous avons joué quand nous étions petits, et que ce monsieur Henry George et son étudiante célèbre, Elizabeth Mackey, ils sont pour quelque chose dans la façon dont nous pensons l'économie de nos jours. J'en termine là. Merci de votre écoute et à bientôt à la table des économistes.